Une enquête qui a eu lieu aux États-Unis rapporte que 51% des femmes évitent de faire leur sport pendant leurs règles. Et une autre source estime que 23% des femmes décrivent leur cycle menstruel comme une barrière, un frein pour être plus active. Si tu es une femme, tu as sûrement déjà entendu que pendant cette phase de ton cycle X, tu dois t'entraîner de cette façon et pendant cette phase Y de ton cycle, tu dois s'entraîner de cette façon. Sur les réseaux sociaux, tu as déjà été peut-être confronté à ce genre de contenu où on te donne des règles universelles pour savoir comment t'entraîner toi en tant qu'individu. Sauf qu'en fait, aujourd'hui dans cette vidéo, je veux complètement démonter ce genre de discours parce qu'en fait, ce type de règle devient plus une barrière qu'autre chose et ce n'est surtout pas ce que démontre la science à l'heure actuelle. Et c'est surtout sur ça qu'on va se baser, sur la littérature scientifique, parce que tout le monde ne le fait pas visiblement. Mais tu as peut-être cliqué aussi sur cette vidéo parce que tu ressens certaines douleurs, certaines gênes, certains inconforts en fait à faire ta pratique sportive, peut-être dans la calisthénie ou peut-être dans un autre sport, l'endurance, peu importe, et que tu cherches aussi des moyens, toi, à adapter ton entraînement par rapport à ces douleurs-là ou par rapport à ces perceptions de ces douleurs. Donc si tu es dans ce cas-là, t'inquiète pas, tu auras aussi réponse à tes questions, bien sûr, pour adapter ton entraînement par rapport à tes propres ressentis. Parce que c'est un sujet quand même assez d'actualité, je trouve, la parole se libère beaucoup autour du cycle menstruel et des femmes sportives. On va en reparler un petit peu de ça, de la considération en fait du corps féminin dans le sport qui a beaucoup évolué au cours du temps, où on est passé d'un certain extrême, la femme est un mini-homme, et aujourd'hui apparemment on devrait absolument modifier notre manière de s'entraîner selon les phases du cycle, et la majorité du temps, visiblement, d'après ces sources-là, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est vraiment une bonne chose qu'on s'intéresse beaucoup à l'influence de notre cycle sur notre performance sportive. Moi aussi, je me suis beaucoup intéressée là-dessus. Sauf que bien sûr, quand un sujet est un peu tendance et un peu à la mode, il y a forcément de fausses informations qui peuvent circuler. Et dans cette vidéo, je voulais vraiment te donner les clés d'information, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, te donner un cadre pour comprendre et comment adapter aussi ton entraînement sans t'auto-limiter. Avant de passer aux définitions de ce dont on va parler aujourd'hui pour que tu comprennes bien, je veux juste dire que je ne suis pas professionnelle de santé. J'ai mené mes propres recherches dans la littérature scientifique, j'ai mené un gros travail de documentation, d'écoute, d'experts, etc. D'ailleurs, tu retrouveras en description toutes les sources que j'ai utilisées pour écrire cette vidéo. Mais je tenais quand même à préciser que si tu as des grosses douleurs qui sont invalidantes et très handicapantes au quotidien, que tu as des saignements anormaux, consulte. C'est pas des vidéos sur YouTube qui vont vraiment t'aider quand tes douleurs sont beaucoup trop fortes. C'est qu'il y a probablement un problème quelque part au niveau hormonal, que ce soit influencé par les facteurs externes de ton hygiène de vie ou peut-être autre chose comme une endométriose ou ce genre de cas qui peut être très vite très compliqué à gérer seul. Dans cette vidéo, je m'adresse aux femmes qui veulent en savoir plus sur leur cycle menstruel ou peut-être aux coachs aussi qui veulent en savoir plus sur comment entraîner leurs athlètes féminines, mais également bien sûr aux femmes qui ont des symptômes, qui ont des gènes qui les empêchent de peut-être faire correctement leurs entraînements, mais sans qu'elles aient un diagnostic lourd. Voilà, je préfère exclure quand même les personnes qui ont un vrai diagnostic, et si vous suspectez ça, surtout consultez. Bon, maintenant que c'est dit, on va revenir un peu sur quelques définitions qui sont indispensables pour mettre un petit peu de contexte dans tout ça. Le cycle menstruel, déjà pour faire une définition brève, il s'agit de l'ensemble des changements hormonaux et physiologiques qui se répètent à partir du premier jour de tes règles jusqu'au premier jour de tes règles suivantes. Souvent, ce cycle-là, qui est composé de plusieurs phases que je vais décrire après, a une durée qui est assez individuelle, entre 21 et 31 jours. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément, le fait qu'il peut y avoir des variations dans la durée de notre cycle et que c'est super individuel, peut-être à cause de la pilule qui a vraiment un cycle très défini, mais parce que c'est artificiel comme cycle, ou peut-être qu'aussi à l'école on apprend que oui, un cycle c'est 28 jours, pas plus, pas moins. Bon, en tout cas, c'est normal si votre cycle a une durée de plutôt vers les 20 jours ou plutôt vers les 30 jours, et c'est plutôt signe d'une bonne santé menstruelle. Si ça dépasse, peut-être envisager de consulter. Parce que ça, c'est encore un autre sujet, le fait qu'il peut avoir des règles, il peut avoir des durées de cycle qui varient énormément. Si c'est votre cas, que vos cycles menstruels soient très très variables, qui apparaissent, qui disparaissent au cours de
certaines périodes dans l'année, je vous invite encore une fois à consulter parce que ce n'est peut-être pas normal. Je vous ai rapidement évoqué que le cycle menstruel se compose de plusieurs phases. La première phase est les règles, les menstruations. C'est vraiment le début de votre cycle où les règles sont déclenchées par une chute du taux d'hormones, notamment les fameux œstrogènes et progestérone. Les menstruations se trouvent pendant la phase folliculaire où les follicules se développent grâce à une hausse du taux d'œstrogène jusqu'à l'ovulation. Parlons justement de l'ovulation, il s'agit de la libération de l'ovule, mais qui ne se produit pas forcément sur tous les cycles. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on entend souvent que oui, il y a forcément une ovulation au cours du cycle, mais non, pas forcément. Et ça, c'est quelque chose aussi qui pourrait être plus pris en compte dans les études scientifiques qu'on va critiquer un petit peu ensemble au cours de cette vidéo. En tout cas, cette ovulation a lieu à peu près au milieu du cycle, mais encore une fois, il n'y a pas une date précise, c'est pas exactement le 4e jour et ça peut être très variable en fait autour de ce milieu de cycle, on va dire. Après l'ovulation a lieu la phase lutéale jusqu'aux prochaines règles où la progestérone augmente et le taux d'œstrogène varie un peu. Et c'est souvent à ce moment-là que peuvent apparaître certains syndromes prémenstruels que l'on appelle SPM chez certaines femmes. Encore une fois, on n'est pas tout obligé de passer par là et si tu ne ressens rien pendant cette phase-là, c'est aussi normal. Ce SPM, syndrome prémenstruel, se qualifie par certaines douleurs, certains inconforts que tu peux ressentir juste avant tes règles. Durant les règles, on peut avoir certaines douleurs sans pathologie identifiée que l'on va appeler dysménorrhée primaire. Mais chez certaines femmes, ces douleurs peuvent être très intenses, chroniques et parfois hors règles. Et là, on parle plutôt d'une pathologie qui peut être endométriose ou autre. Alors pour le coup là, ce n'est pas le sujet de cette vidéo comme je l'ai dit en introduction, donc je vous invite surtout à consulter, mais vous pouvez toujours continuer cette vidéo pour en apprendre plus sur comment adapter vos entraînements par rapport à vos douleurs. Peut-être que depuis le début, tu as remarqué qu'il n'existe pas vraiment de règle universelle. À chaque fois, je mets de la nuance, de la pondération dans les phases du cycle et comment chacune le vit. Parce que oui, chaque femme vit son cycle différemment, il n'y a pas de règle universelle, sinon ce serait trop simple. Donc on va plutôt parler de systèmes d'adaptation plutôt que des règles très strictes comme on voit peut-être sur certains formats courts sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit en introduction, le sujet du corps féminin dans le sport a évolué énormément durant l'histoire du sport. Pendant longtemps, au cours de l'histoire du sport, le sport n'était pas forcément accessible aux femmes et l'on traitait un peu auparavant le sport comme si le modèle masculin était le modèle standard. Donc ça a forcément invisibilisé le corps de la femme et ses besoins réels, notamment tout le sujet du cycle menstruel, la charge mentale, les symptômes, énormément de tabous comme les fuites urinaires, la santé des seins, la santé pelvienne également. Bref, c'était vraiment une période où on parlait pas du tout du corps de la femme et qu'on les traitait un peu comme des mini-hommes. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on est passé un peu dans un autre extrême où le cycle change tout et il faut absolument adapter l'entraînement par rapport à ça. Le problème, c'est que de mon point de vue, c'est devenu un objet marketing et véhiculer ce genre de message ajoute une barrière mentale en plus dans l'activité sportive. Parce que si tu internalises que, soi-disant, théoriquement, durant cette phase X, tu peux observer une baisse de performance, mais tu vas pas te mettre dans des bonnes conditions mentales pour pouvoir performer ou encore pire, tu vas te priver de l'activité sportive que tu fais habituellement parce que tu te dis que tu es dans ta phase, donc autant ne rien faire parce que ça va aggraver les choses et que tu vas pas pouvoir travailler correctement, donc autant ne rien faire. Bon bah ça c'est vraiment un problème je trouve parce que ce genre de message n'est pas du tout fondé sur la littérature scientifique et les données qu'on a actuellement. Aucune donnée ne permet, comme vous allez voir tout à l'heure, de montrer qu'il y a une baisse des performances liées aux niveaux hormonaux et aux variations qu'on peut observer dans le cycle. Bon, il y a différentes raisons à ça et on va le voir tout à l'heure. Retenez bien ça que ça peut être vraiment un argument marketing parce que beaucoup de femmes en souffrent effectivement et on va voir après dans cette vidéo comment adapter l'entraînement si vous êtes vraiment confronté à ces douleurs, à ces gènes pendant votre cycle menstruel mais que vous voulez quand même vous entraîner. Mais ça en fait vraiment un objet marketing sur les réseaux sociaux et là, vérifiez toujours le conflit d'intérêt
qu'a la personne à vous présenter des dogmes, des règles sur votre cycle et comment adapter l'entraînement, soi-disant pour tout le monde, pour éviter de tomber dans le piège « Ah ok, je vais sûrement être moins performante » et trop influencer vos performances par rapport à ça. Donc oui, au final, on a des vraies particularités en comparaison avec les hommes. Mais la majorité de comment on fonctionne sensiblement pareil que les hommes. Par exemple, la construction musculaire et les adaptations liées aux entraînements sont sensiblement les mêmes. Donc la meilleure approche que je te propose aujourd'hui de comprendre, c'est écoute tes symptômes, observe les patterns et garde de la constance, surtout dans ton entraînement. Et ça, je vais t'expliquer juste après comment créer ton propre protocole pour suivre ton cycle menstruel et déterminer si tu as besoin, toi, d'adapter ton entraînement vis-à-vis de tes symptômes. Parce que à l'heure actuelle, la science n'a pas démontré un effet fort et systématique du cycle menstruel sur la force ou la performance en moyenne. Et ça peut s'expliquer parce que la phase du cycle menstruel dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle est un facteur parmi d'autres, notamment le sommeil, l'alimentation, le stress, la charge mentale, qui peuvent également eux aussi influencer énormément notre performance et notre état du jour. Et bien souvent, la phase, elle est un peu noyée au travers de ces autres facteurs externes. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous expliquer que beaucoup d'études scientifiques autour de ce sujet de l'impact du cycle menstruel sur le sport, sur la performance, étaient de faible qualité. En fait, beaucoup d'études sont limitées dans leur protocole qu'ils utilisent, notamment se fier sur un calendrier du cycle menstruel où tu te trouves dans ta phase, etc., plutôt que de prendre en compte des facteurs biomarqueurs, notamment le taux d'hormones dans le sang ou le fait de mesurer l'ovulation, mais qui n'est pas toujours fait. Et donc ça, c'est un problème dans l'interprétation des résultats parce que ça peut être biaisé par tellement d'autres choses en fait. Ok, il y a peut-être un certain nombre d'études qui montrent une certaine baisse de performance autour des règles, autour de la phase prémenstruelle, mais on ne sait pas encore identifier réellement quelle en est la cause. On peut observer certaines corrélations, notamment oui, cette petite baisse de performance, plus ou moins grande selon encore une fois les individus, ce n'est pas systématique. Elle se trouve autour des règles, mais par quoi elle peut être aussi influencée. Et une hypothèse qui revient beaucoup, c'est la perception de nos symptômes et de dans quelle phase on se trouve, qui peut beaucoup influencer cette baisse de performance plutôt que une réelle cause physiologique. Et ça, c'est dingue. Donc en pratique, c'est surtout tes propres symptômes et tout ton contexte de vie qui peut influencer ta pratique sportive, ton état du jour, plutôt qu'un vrai tableau théorique. Et toi, tu fais peut-être partie de celles qui observent un vrai effet des symptômes et qui a du mal à réaliser tes entraînements durant certaines phases du cycle. Tu es au bon endroit parce que je vais te donner des solutions tout de suite. Ma question de base pour écrire cette vidéo, c'était est-ce que faire de l'activité physique, de l'activité sportive, bouger permet d'aider et de réduire certains symptômes, la douleur, à cause des règles ou de d'autres phases du cycle selon votre individualité? Eh bien, je vais être honnête avec vous, ça n'a pas été une mince affaire de trouver la réponse à ces questions. Mais de manière générale, ce que j'ai tiré de la documentation scientifique de plus clair, on va dire, c'est que l'activité sportive, l'activité physique, on parle aussi de marche, on parle aussi de vélo, de cardio, de pratiques douces, pratiquées sur, attention, plusieurs semaines, donc sur la durée, peut réduire l'intensité des douleurs et parfois la durée de ces douleurs. Donc finalement, c'est surtout l'activité sur le long terme, sur la durée, qui joue vraiment un rôle dans la diminution des symptômes, plutôt que de faire une certaine pratique pendant les douleurs. Et c'est ce qui m'intéressait de base, de savoir ça, de est-ce que pendant vos douleurs, il peut y avoir certaines pratiques physiques à favoriser pour réduire ces douleurs-là? Finalement, j'ai pas forcément trouvé réponse à cette question. Donc ce n'est pas juste faire une certaine séance, une certaine pratique pendant les symptômes, pendant les douleurs, qui fait la plus grosse différence. Même si on va voir juste après comment adapter si jamais vous avez sur le coup ces gènes qui vous empêchent de faire votre entraînement prévu à la base. Une raison de plus pour vous mettre à la calisthénie, pour vous mettre au sport de manière régulière. Vous avez peut-être la possibilité de réduire les symptômes sur le long terme liés à votre cycle menstruel. Vous allez voir aussi que le jour J, pendant vos symptômes, vous pouvez bouger d'une certaine manière qui peuvent en aider certaines. Mais quelles sont les raisons, quels sont les mécanismes possibles qui feraient que l'activité physique pourrait diminuer les douleurs
sur la durée ou l'intensité des douleurs perçues. Et bien là, on peut peut-être parler d'hypothèses comme l'exercice physique peut augmenter les systèmes antidouleurs via la libération d'hormones comme les endorphines et également réduire la perception douloureuse. Quand tu bouges, forcément, il y a une meilleure circulation, les tissus deviennent plus souples, plus détendus, ce qui pourrait réduire ces sensations de crampes des fois que tu peux avoir au niveau de la ceinture abdominale. Mais surtout, une hypothèse qui pourrait être vraiment intéressante, c'est le fait que l'exercice physique, et là pour le coup sur le long terme, ou même sur le court terme d'ailleurs, aide à réguler le stress. Et on sait que le stress est un facteur qui amplifie la douleur et les symptômes. Donc l'objectif, ce n'est pas de t'auto-interdire pendant ta pratique. Il faut choisir la bonne dose, la bonne intensité par rapport à ton propre corps. Mais avant de voir comment adapter ta séance à ta dysménorrhée primaire, tes douleurs pendant les règles ou à ton SPM, d'abord je te propose un protocole qui te permet d'observer et de réellement constater que c'est ton cycle menstruel et certaines phases de ton cycle qui te posent problème. Et donc ça, comme on l'a vu là au cours de la vidéo, c'est hyper important de l'identifier parce que si ce n'est pas le cas et que finalement ça n'influence pas et que c'est d'autres facteurs, il faudrait peut-être agir sur d'autres facteurs plutôt que forcément penser à ton cycle. Ok, alors, étape numéro 1. Pendant 3 mois, attention, ça va demander de la discipline. Note ton énergie au cours de ta journée de 0 à 10. Note ton humeur ou ton stress de 0 à 10. Note également ta performance perçue, ton RPE, tes sensations, les résultats. Mais également quelque chose qui peut être important à rajouter parmi tout ça, c'est les facteurs externes. Donc le sommeil, l'alimentation, mais tout de suite ça fait beaucoup de choses. Je vais te montrer moi par exemple ce que je traque tous les jours. Là ça fait presque 2 mois, même bien 2 mois que j'ai commencé. Et je peux vous dire que ça demande beaucoup de discipline de tous les soirs remplir son Excel. Mais d'un autre côté, moi je trouve ça hyper important et intéressant et ça te permet d'apprendre à se connaître. Et même au quotidien, c'est intéressant de faire des rétrospectives comme ça pour pouvoir en fait agir, se questionner, remettre en question certaines choses que l'on fait au quotidien. Le but sur ces 3 mois, c'est de voir un pattern qui pourrait se répéter en fonction du cycle ou en fonction de autre chose. Le stress, le sommeil, l'alimentation et pour le coup, il faudra agir sur d'autres choses. Ensuite, lorsque ta phase prémenstruelle ou la phase de ton cycle qui te pose plus de problèmes arrive, tu vas choisir une couleur du jour, vert, orange ou rouge. Tu vas te poser et vraiment réfléchir, ok, quels sont mes symptômes? Est-ce que j'ai beaucoup de douleur? À quel point la douleur me freine? Quel est mon état de fatigue? Et en fonction de ça, tu vas choisir la couleur. La couleur verte, les douleurs sont ok. Honnêtement, ça te dérange pas tant que ça. Tu fais ta séance normale. Tu peux juste prendre un petit peu plus de temps d'échauffement pour te mettre dans la séance, pour augmenter la motivation et bien te jauger de ton état de forme. Si tu choisis la couleur orange avec des symptômes modérés, un peu de fatigue, un peu d'irritabilité, tu gardes ta séance, le volume d'entraînement, le bon nombre de répétitions, les mêmes exercices, etc. Sauf que tu peux réduire un peu l'intensité, éviter d'aller jusqu'à l'échec musculaire pour éviter d'accumuler trop de fatigue et de laisser aussi le temps à ton corps de récupérer, de s'occuper de d'autres choses. Et tu peux privilégier la technique, le tempo, mettre un peu plus d'assistance si tu apprends à faire des tractions et que tu n'en as pas encore une par exemple, t'assister encore plus, de manière à réduire l'intensité tout simplement, mais de quand même faire ton entraînement. Si tu as des symptômes forts, c'est la couleur rouge. Donc là, la douleur est forte. Tu as des nausées, tu es complètement fatigué, même voire des vertiges pour certaines. Là, je te conseillerais pour le coup de rester en mouvement, de continuer de bouger, mais vraiment de manière douce. On va pas créer de fatigue en plus, d'accord? Sinon, tu vas mettre vraiment beaucoup de temps à récupérer. Donc, tu peux faire du cardio doux, des longues marches, du gainage, de la mobilité, du renforcement des articulations, de la relaxation, de la respiration. Vraiment, on prend ce temps-là qui d'habitude est consacré à un sport comme plutôt un moment de bien-être et de reconnexion avec ton corps. Parce que la relaxation, la détente musculaire peut avoir aussi un impact positif sur la douleur. Mais maintenant, rentrons un petit peu plus dans les détails sur comment adapter ton entraînement si tu fais par exemple de la calisthénie. Parce que sur cette chaîne, on parle beaucoup de calisthénie, sport au poids du corps qui consiste à faire des figures ou des mouvements poids du corps comme les tractions, les pompes, etc. Un sport qui peut être vraiment pratiqué par tout le monde, même les débutants, même celles qui commencent le sport. Moi, j'accompagne des femmes qui commencent tout juste le sport et qui commencent avec la calisthénie. Donc, si tu es habitué à faire des séances de calisthénie régulièrement, je te conseille
Dans le cas où la couleur est plutôt orange, tu dois adapter un peu ton entraînement parce que tu as des symptômes qui te dérangent vraiment et qui te fait contre-performer, mais que tu n'es pas non plus dans le rouge où tu es vraiment dans l'incapacité de fournir des efforts intenses. Dans ce cas-là, je te conseillerais d'ailleurs d'aller consulter parce que c'est peut-être pas normal. En calisthénie, moi je te conseille de ne pas arrêter, mais plutôt de trouver des alternatives qui te permettent de travailler des choses qui sont quand même productives, intéressantes, même pendant cette période-là où tu ne peux pas faire d'efforts intenses. Parce qu'en calisthénie, on travaille beaucoup la force et également la force maximale pour obtenir des figures, des mouvements poids du corps que tu peux ne faire qu'une fois ou sur quelques secondes. Donc au lieu de te fatiguer énormément en travaillant ta force, tu vas plutôt favoriser des exercices de mobilité, de souplesse, notamment la mobilité des hanches, tout ce qui est compression, levée de jambes. Pour le L-sit, l'handstand press, beaucoup de figures nécessitent beaucoup de mobilité des hanches. Tu peux également travailler en mobilité l'ouverture d'épaule. Par exemple, sur du handstand, on a vraiment besoin de cette ouverture pour avoir un meilleur alignement du corps. Si tu veux gagner également en souplesse, mobilité du dos pour faire par exemple du handstand hollow back, au moins c'est un travail productif en calisthénie mais qui ne te crame pas. Tu peux également favoriser l'endurance musculaire plutôt que la haute intensité. Par exemple, faire des circuits, des longues séries, qualité qu'on travaille assez peu au final en calisthénie parce que souvent on va chercher la force maximale, mais à répéter les mouvements, c'est vraiment intéressant pour gagner en endurance musculaire, continuer à faire un travail assez différent au niveau du muscle et voir réveiller un peu le système cardiovasculaire au travers de ces longues séries. Au moins, tu auras une bonne sensation de « ok, je bouge, je sens que mon cardio il commence à monter », mais tu ne seras pas dans une fatigue trop intense au niveau de tes tissus que tu vas prendre du temps ensuite à récupérer. Les efforts d'endurance mettent moins de temps de récupération. Ensuite, au lieu de travailler ton explosivité, qu'on travaille beaucoup en calisthénie, c'est-à-dire la vitesse de tes mouvements qui te permettent ensuite d'économiser de l'énergie finalement, tu vas plutôt favoriser la technique, la lenteur, le contrôle du mouvement au travers de formats comme le tempo, c'est-à-dire imaginons une pompe, tu descends sur 3 secondes, tu bloques 2 secondes et tu montes. Ça c'est vraiment un exercice de contrôle et de maîtrise où tu peux mettre beaucoup de conscience dans ton mouvement parce que ton mouvement est lent, mais pour cela il faut diminuer l'intensité de l'exercice ou le nombre de répétitions parce que tu es quand même longtemps dans l'effort. Mais c'est pas un effort trop intense, un effort maximal, un effort en explosivité qui nécessite plus de contraintes nerveuses. Enfin, plutôt que de créer de gros stress musculaires, tu peux profiter de cette période où tu te sens vraiment pas en forme pour travailler quelque chose qu'on travaille trop peu, c'est le renforcement des articulations. Et pour le coup, là, c'est vraiment un travail qui est pourtant hyper important qu'on devrait tous intégrer dans nos séances avant de voir des gènes qui peuvent apparaître. Je fais ça parce que c'est souvent au niveau des poignets, au niveau de la coiffe des rotateurs, de l'épaule. Améliorer également ta mobilité de cheville pour les pistol squats, imaginons. Tout ce renforcement autour des articulations te permet de progresser parce que c'est de la prévention blessure, parce que renforcer tes articulations va forcément avoir un bon transfert ensuite dans les mouvements que tu travailles, mais sans que ça ajoute trop de fatigue finalement. Avant de prendre tout ça pour acquis, remets en perspective. Ce protocole n'est pas une règle par phase, ok? C'est une adaptation à tes propres symptômes. Finalement, comme si tu le ferais un jour où tu as très mal dormi ou que tu es très stressé. Pour conclure toutes ces informations que je vous ai balancées, le cycle ne doit pas être une prison. La science ne soutient pas des règles rigides. Si tu es en phase X, tu dois faire X entraînement. Ou pire, pendant cette phase X, tu es interdit de faire ça ou tu vas forcément contre-performer. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que si tu as des symptômes, l'activité sportive, en majorité sur le long terme, peut aider. Donc je t'ai proposé un protocole pour observer tes symptômes sur 3 mois, pour ensuite adapter l'entraînement si besoin, mais la priorité est de garder de la constance. Je te mets toutes les sources que j'ai utilisées pour écrire cette vidéo en description. Tu retrouveras des méta-analyses, des études sur le sujet, mais également des podcasts, des vidéos, des articles qui m'ont aidé et qui pourraient vraiment t'intéresser, qui sont plus vulgarisés pour le coup que la littérature scientifique. J'ai fait cette vidéo vraiment pour que tu ne sois pas soumise aux dogmes qu'on peut entendre autour du corps de la femme. Et toujours essayer de garder du recul vis-à-vis de ce qu'on te donne à manger sur les réseaux sociaux et de d'abord en fait t'observer toi, t'écouter,
tester plutôt que d'essayer des choses que tu peux voir qui pourraient marcher sur d'autres, mais pas forcément pour toi. L'activité sportive, bouger, se renforcer, prendre confiance en son corps, c'est vraiment la clé pour la bonne santé, pour vivre mieux, pour avoir un meilleur bien-être. Et sur cette chaîne, on parle beaucoup de gagner confiance en son corps via la calisthénie. Donc je t'invite à t'abonner si jamais le sujet t'intéresse. Écris un commentaire si ce genre de format, si ce genre d'information t'intéresse. Like également cette vidéo si elle t'a plu et partage-la à d'autres femmes pour vraiment rétablir la vérité ou justement ce qui n'est pas encore la vérité. Également, si tu veux que je t'aide à te créer tes programmes d'entraînement adaptés à toi, à ton contexte de vie, à te donner plus de cadre pour favoriser ta pratique sportive ancrée dans le quotidien et pour poursuivre sur le long terme, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram ou à réserver directement un appel bilan offert avec moi. Je te mets le lien en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine vidéo.